Bonjour à toutes et à tous, merci et donc bienvenue à cette première édition du sommet virtuel sur le climat et à ce webinaire organisé par l'ADEME et les cabinets Decideris et Actera sur le thème de l'adaptation au changement des filières agroalimentaires. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Stéphane Simonet, directeur du cabinet Actera, et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire ce matin avec les collègues et les participants qui ont bien voulu se joindre à moi. Donc, juste un petit rappel sur le contexte. Ce webinaire fait suite à un travail réalisé cette année pour le compte de l'ADEME qui visait justement à élaborer et à expérimenter une méthodologie à destination des filières agroalimentaires françaises afin d'aider les acteurs de ces filières à se saisir de la question de l'adaptation au changement climatique et à la mettre en œuvre, bien évidemment, en leur sein. Alors, quelques mots sur le sommet avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme vous le savez, ce sommet en est à sa première édition. C'est un événement 100% en ligne, composé de 31 webconférences et d'un salon virtuel avec des stands virtuels qui sont proposés le dernier jour. C'est un événement qui est initié par un certain nombre de partenaires, dont l'APCC, l'Association des professionnels du changement climatique, et événement coporté par l'ADEME, l'Association Bilan Carbone, la Fédération Sinov et le CEREMA. Il a pour but de diffuser gratuitement et le plus largement possible des retours d'expérience réplicables et concrets dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, atténuation, adaptation. Et quel que soit votre niveau d'engagement et d'avancement, l'idée est que chacun puisse trouver dans cet événement des clés, des réponses, des leviers d'action et ou des solutions pour avancer encore plus sur la trajectoire de la neutralité carbone et de l'adaptation au nouveau monde qui se présente à nous. Alors, bien évidemment, un événement de cette envergure ne peut pas se faire sans le soutien d'un certain nombre de sponsors qui sont ici présentés et de partenaires. Donc, l'ensemble des participants, et nous compris, remercions en tout cas ces différents organismes de leur soutien. Organismes, comme vous pouvez voir, qui recouvrent un certain nombre de thématiques et qui sont assez variées dans leur nature. Alors, quelques informations logistiques également. Donc, cette conférence est bien évidemment diffusée en live ce matin, mais sera aussi disponible en replay sur le site du sommet virtuel du climat. Vous pouvez poser des questions tout au long de la conférence dans le module de chat. Nous y répondrons à deux moments qui seront identifiés dans les présentations. Et bien évidemment, vous pourrez aussi, à l'issue de ce webinaire, télécharger les supports de formation. Quelques compléments également sur l'organisation. Donc, le séminaire a démarré la semaine dernière, donc il y a un certain nombre d'écueils techniques qu'on va essayer d'éviter aujourd'hui. Donc, si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à les faire remonter dans le chat public. Un assistant Webikeo est avec nous pour apporter en tout cas des solutions de manière la plus immédiate possible. Il a été noté aussi un petit décalage de quelques secondes entre les questions qui sont posées dans le chat et leur remontée et donc leur traitement par les organisateurs. Donc, ne vous inquiétez pas si vos questions ne sont pas forcément traitées très rapidement. Et alors, important, le chat ne sera pas visible dans le replay. Donc, si vous voyez des informations, des interventions ou des détails intéressants dans le chat, nous vous invitons à récupérer ces informations au fur et à mesure en faisant simplement du copier-coller ou des captures d'écran. Ça, c'est important parce que, comme je l'ai dit, ça ne sera pas visible dans la version en ligne. Voilà pour ce qui est de la logistique. Et puis, on va donc entamer
sur le déroulé de ce séminaire. Alors, on vous propose un déroulé donc rythmé par un certain nombre de parties. On va démarrer avec une présentation du contexte et des objectifs donc, de cette étude ADEME à laquelle nous avons eu le plaisir de participer avec Decideris, etc., mais également un certain nombre d'acteurs des filières qui ont eux aussi bien voulu se prêter à l'exercice. On poursuivra avec une présentation du guide méthodologique et de la démarche. On pourra prendre quelques questions s'il y en a déjà à ce stade. Et puis, on continuera en donnant la parole, cette fois-ci, à des témoignages, donc à des acteurs de 2 filières qui sont représentées, que j'introduirai dans la diapo suivante, à savoir la filière pomme Val-de-Loire et la filière maïs en Occitanie. Et puis, on essaiera là aussi de dégager un certain nombre d'éléments de synthèse sur les facteurs, conditions de succès de l'adaptation des filières agroalimentaires. On ouvrira ensuite aussi à des questions en essayant de les adresser auprès de vous et notamment en essayant de réfléchir sur les conditions de réplication, de réplicabilité de l'approche proposée et de manière générale de l'adaptation à l'échelle des filières agroalimentaires françaises. Et puis, on pourra conclure en fin de session. Alors, pour traiter du sujet, donc ici présent et visible à l'écran, donc, nous sommes un certain nombre d'intervenants. Il y a d'abord, et je voudrais accueillir Denis Bergère, qui est le directeur de l'Association française interprofessionnelle des fruits et légumes, AFIDEM, et qui a participé à l'exercice en Val-de-Loire, et qui donc interviendra pour porter un peu comme porte-parole de la filière pomme dans cette région, de manière plus générale également. Nous avons Thierry Véronèse, qui est le directeur scientifique d'Ovalie Innovation, filiale des groupes coopératifs Maïsadour et Vivadour, et qui a, lui, participé dans les exercices, dans la réflexion à l'échelle de la filière maïs en Occitanie. Alors, Jean-Pierre Fleury était attendu pour nous faire part de son témoignage s'agissant de la filière viande, puisque l'exercice a également inclus cette filière en Bourgogne. Malheureusement, pour des raisons techniques, il semblerait qu'il ne soit pas disponible ce matin. Donc nous le regrettons, mais c'est indépendant de notre volonté et on devra faire sans lui, malheureusement. Présente également pour l'ADEME Audrey Trévisiol, ingénieure au service forêt, alimentation et bioéconomie de l'ADEME et qui a donc piloté cette étude et le lancement de ce guide méthodologique. Et bien sûr, Luc Boucher, directeur du cabinet Decideris, et moi-même, donc pour Actera. Donc j'inviterai peut-être à chacun de se resituer, parce que je n'ai pas donné la parole à tous, pour bien savoir qui est qui. Bon, Audrey, il n'y a pas de souci, mais pour les autres intervenants, ça sera important de le faire. Donc, nous allons donc poursuivre avec la première partie sur les contextes et objectifs, et je vais laisser la parole à ma collègue Audrey Trévisiol de l'ADEME pour dérouler cette première intervention. Merci Stéphane. Donc, en effet, je vais vous présenter le contexte et les objectifs de ce travail. Donc Stéphane, diapo suivante. Donc déjà, pourquoi on s'est intéressé à cette question de l'adaptation au changement climatique à l'échelle des filières agroalimentaires? Parce qu'il faut constater qu'il y avait déjà des travaux sur la partie adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et l'agriculture, c'est un des premiers secteurs à être impacté par le changement climatique. Par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne, on a la consommation alimentaire qui est en pleine évolution actuellement. Il y a des faits sociétaux qui font que cette consommation alimentaire évolue. Et à l'intermédiaire de ces deux bouts, l'agriculture et la consommation, on a aussi différents maillons de la chaîne qui sont eux aussi impactés par le changement climatique. On a des questions autour de l'approvisionnement, du stockage des denrées alimentaires, mais aussi des questions autour de la transformation et de la distribution. Par ailleurs, il faut noter que le secteur agroalimentaire est à l'interface de divers enjeux, à la fois économiques, sociétaux
et environnementaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est posé la question de l'adaptation au changement climatique des filières et dans le but de pouvoir préparer ces filières au changement climatique en vue de préserver leur résilience et leur pérennité dans le temps. Donc l'étude que nous avons menée donc sur une année a eu deux objectifs. Tout d'abord, il s'agissait de construire une méthode d'analyse des menaces et opportunités vis-à-vis du changement climatique pour les filières agroalimentaires, et ce jusqu'à l'élaboration de stratégies ou trajectoires d'adaptation pour ces filières. Pour construire cette méthode, on s'est appuyé sur une expérimentation sur 3 filières pilotes, à la fois la pomme en Pays de la Loire, les bovins viandes en système herbager et le maïs en Occitanie. Et donc pour cela, effectivement, comme l'a évoqué Stéphane, nous avons mobilisé divers acteurs des filières, à la fois des acteurs nationaux et des acteurs régionaux. Donc, diapo suivante. Donc avant de rentrer dans le détail de la méthode qui a été développée et dans les témoignages, on voudrait mettre en avant quelques constats et ambitions qui sont ressortis de cette étude. Alors tout d'abord, il y a la nécessité de mobiliser l'ensemble des acteurs pour avoir cette approche filière, avec des niveaux de sensibilisation qui sont variables. On a des acteurs de la production agricole qui sont plutôt déjà très sensibilisés à ces questions de changement climatique, et d'autres acteurs, notamment de l'aval, où il y a besoin d'avoir un temps spécifique de sensibilisation à ces questions et des impacts et des interrogations que ça peut porter. Par ailleurs, il s'avérait nécessaire d'accompagner la réflexion des acteurs sur des horizons de moyen-long terme, alors que les acteurs de filière, nous l'ont dit, sont plus dans des stratégies de court terme. C'est leur stratégie économique et donc voilà, il faut les amener à dépasser cet horizon de court terme pour pouvoir se projeter sur du plus long terme. Autre point important, c'est le fait d'adopter une communication engageante auprès des participants pour avoir une démarche dynamique. Cette question de l'adaptation au changement climatique, bien entendu, elle pose les questions des impacts du changement climatique qui peuvent apporter des menaces pour la filière, mais il faut aussi pouvoir présenter des opportunités. Et ça, c'est une condition aussi pour pouvoir justement mobiliser les acteurs autour de la démarche. Alors, en termes de stratégie, il faut aussi pouvoir ouvrir la réflexion à des stratégies de transformation. Donc, en fait, sur les solutions d'adaptation qui existent, il y a des solutions qui sont plus de court terme et les acteurs arrivent facilement à identifier ces solutions d'adaptation dites de tactique ou d'ajustement. Donc, par exemple, ça va être la modification des calendriers culturaux pour la production agricole. Mais la question de l'adaptation au changement climatique, elle demande aussi de se poser des questions d'évolution plus impactantes. Et ce, pour faire face au changement climatique sur le moyen et le long terme. Donc, on va aller sur des actions plus de transformation. Et là-dessus, les acteurs ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir se projeter vers plus de transformation de leur filière. Donc, ça peut être des évolutions de systèmes de production. Par exemple, sur l'agriculture, ça peut être intégrer l'agroforesterie. Mais ça peut être aussi de se poser la question de remplacer une culture par une autre, s'il s'avère qu'à terme, cette culture ne sera plus résiliente vis-à-vis du changement climatique. Ça pose aussi des questions par rapport aux AOC, les appellations d'origine contrôlée. On le sait, avec le cas de la viticulture, les terroirs vont évoluer, enfin les conditions de production vont évoluer. Or, les AOC sont liées au terroir, donc si ces conditions évoluent, il faut aussi que les AOC puissent évoluer. Donc voilà, ça pose différentes questions d'évolution des filières. Et enfin, pour conclure sur les constats globaux, il faut noter que cette question de l'adaptation au changement climatique dans les filières agroalimentaires aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Il y a des questions d'abord économiques qui se posent. Et si on veut pouvoir mobiliser les acteurs sur ces questions de l'adaptation, il faut aussi positionner cette démarche au sein de la stratégie plus globale de la filière et intégrant les différents enjeux d'évolution de la filière. Donc voilà pour ces constats généraux. Merci beaucoup Audrey. Je propose de poursuivre donc sur la méthode, la démarche qui a été proposée justement à l'issue de cette expérimentation, et je vais donner la parole à mon collègue Luc Boucher pour une présentation succincte. Luc, je crois que ton micro est désactivé. Ça ira mieux avec le micro. Je vais donc vous présenter la démarche qu'on a élaborée à l'issue des expérimentations et des tests qu'on a pu conduire au niveau des 3 filières. Alors, ça prend la forme d'un guide méthodologique. Ce guide, il est téléchargeable sur la médiathèque de l'ADEME.
Vous avez l'adresse en bas de la diapo. Alors, c'est un guide qui a pour destinataire tous les acteurs des filières, c'est-à-dire de l'amont à l'aval. Bon, il fait une 60aine de pages et avec une dizaine de fiches outils qui permettent de donner des éléments pour pouvoir construire la démarche. Après, c'est un guide qui va présenter l'approche, donc une approche qui se veut pas à pas et qui est organisée autour de la réflexion collective des acteurs. Donc, on va le présenter plus en détail après, donc avec des ateliers de réflexion. Et puis, c'est une démarche qui se veut appropriable par toutes les filières agroalimentaires et donc qui doit pouvoir être déclinée avec pour les différentes filières. Alors, comment est construite la démarche? On a une démarche qui est construite autour de 5 grandes étapes. La première étape, vise en fait à préparer la réflexion collective. Donc, c'est une phase d'organisation où on va préciser comment on va travailler, avec qui, et en faisant un inventaire des données qui sont disponibles facilement ou des données qu'il faut aller chercher et qui nécessitent un travail d'élaboration intermédiaire. C'est notamment le cas des données sur le climat, dont vous trouvez les références dans le guide. Deuxième étape, c'est la cartographie de la filière. Donc là, il faut définir quel est le périmètre qu'on considère. En agroalimentaire, en fait, on a des filières qui traditionnellement sont organisées autour des interprofessions avec des dimensions assez variables. Se pose la question de savoir notamment comment on prend en compte l'avis des consommateurs, comment on intègre les questions liées à l'import et à l'export, etc. Donc là, on va définir ce périmètre et à partir de ce périmètre, on pourra identifier en fait les grandes tendances à la fois climatiques, mais aussi les tendances non climatiques qui vont influer sur l'évolution de la filière à moyen et long terme. Troisième étape, on rentre au cœur du sujet, il s'agit d'identifier les impacts du changement climatique. Donc, on va partir des impacts des aléas climatiques tels qu'on les connaît et on va essayer d'apprécier comment ces aléas vont se répercuter aux différents stades de la filière et comment ils vont se récupérer à la fois de façon positive ou de façon négative. Et on essaiera aussi de voir quels sont les impacts directs qui sont généralement plus faciles à appréhender, mais aussi des impacts connexes qui sont des effets indirects qui parfois peuvent être plus discutés. Donc c'est par exemple toute l'appréciation qu'on peut avoir sur la modification des circuits commerciaux, parce que le changement climatique va certes impacter les filières en France, mais il va aussi impacter les filières partout dans le monde. Et donc, en fonction du degré d'ouverture de ces filières, on peut avoir des modifications à la fois des marchés de consommation et puis des marchés de production. Après, on va élaborer en quatrième phase la stratégie d'adaptation. Alors, une stratégie d'adaptation, qu'est-ce que c'est? La question qu'on se pose, c'est de savoir comment on va pouvoir travailler à horizon 2030, 2040, 2050. Donc, avec différents horizons. Et à partir de là, comment on va progressivement intégrer le changement climatique. Donc, on va, dans cette étape, commencer par recenser les différentes actions, voir comment ces actions s'articulent et pour pouvoir ainsi commencer à les programmer ou en tout cas avoir les articulations et les enchaînements qui sont nécessaires. Par exemple, on a la question de l'eau, qui est une question qui est récurrente, qui a été partagée dans les 3 ateliers qu'on a pu animer. Bon, la question de l'eau, on a des outils comme des outils de pilotage ou de meilleure mobilisation de la ressource qui sont directement mobilisables. Par contre, clairement, si on veut augmenter les ressources disponibles, ça nécessite un temps beaucoup plus long. Autre sujet, la génétique. La génétique, on a des perspectives qui sont très différentes selon les filières. On peut espérer avoir des progrès rapides, par exemple sur une production comme le maïs,
donc avec l'émergence de variétés mieux adaptées au changement climatique. En revanche, sur des productions la pomme, qui sont plus longues à venir à maturité et où il y a des efforts de recherche qui sont moins partagés, on est donc sur des pas de temps qui vont être beaucoup plus longs et donc se pose la question de voir comment on peut appréhender et à quelle date seraient disponibles de nouvelles variétés mieux adaptées. Et puis, donc une fois qu'on a dessiné ces stratégies d'adaptation, on pourra choisir celle qui semble le plus opportune et ensuite faciliter le passage à l'action, donc voir comment on va mettre en œuvre cette stratégie. Et là, la préconisation qu'on fait, c'est plutôt d'intégrer les différentes actions aux stratégies déjà en place, avec une première étape qui est bien de valider que les différentes stratégies en place sont compatibles avec le changement climatique. Et qu'en fait, à échéance de 10 ans, on a des stratégies qui, effectivement, seront robustes et porteront bien les effets qu'on en a. Donc, vous retrouverez les différents détails de cette démarche présentée dans le guide et un petit peu plus illustrée que j'ai pu faire là. Si on voit concrètement comment s'organise la démarche, c'est la diapo suivante, Stéphane. En fait, on a expérimenté la démarche sur les 3 filières et ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une organisation des travaux en fait, autour d'ateliers, de 2 fois, du moins d'ateliers sur 2 fois un jour, 2 journées d'atelier. La première journée d'atelier qui va être plus orientée sur le partage du diagnostic, le recensement des actions, une hiérarchisation des solutions possibles. Et puis ensuite, deuxième journée qui serait construite sur la vision de l'adaptation, la construction des stratégies et leur élaboration pour pouvoir ensuite donner lieu à des choix au niveau des instances et des organisations qui sont impliquées. Voilà, donc il y a des schémas alternatifs d'animation qui sont possibles. Vous trouverez dans le guide aussi un certain nombre d'outils pour conduire ces réflexions et pour pouvoir ensuite essayer d'élaborer des stratégies qui soient les plus pertinentes possibles. Merci Luc pour cette présentation, alors qui est volontairement allégée compte tenu du temps qui nous est imparti. Donc, il y a quelques questions. Il y a une première question sur les 5 grandes phases que tu as développées, avec une question de Guillaume qui est la suivante. Dans les phases, pourquoi l'impact identifié n'est-elle pas mentionnée? Je pense que je suis passé un peu vite. Je suis passé un peu vite. C'est clair que on a un travail de hiérarchisation à faire sur un certain nombre de critères. Puisqu'il faut à la fois évaluer l'intérêt de chacune des actions et sa faisabilité au regard de ce qu'elle implique d'un point de vue technique, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue financier et d'un point de vue environnemental. Donc là, vous trouverez dans le guide un certain nombre d'éléments et d'outils qui permettent justement de mener à bien cette priorisation. Voilà, donc c'est bien ce travail de priorisation et ensuite d'articulation. Voilà, et concernant la hiérarchisation des impacts, c'est la réponse de Luc. Effectivement, dans la méthode, il y a aussi une démarche avec une approche pour identifier, mais également hiérarchiser en croisant notamment des notions d'exposition, de sensibilité de la filière, faire ressortir les impacts qui semblent prioritaires aujourd'hui et pour le futur. Donc, cette approche de hiérarchisation à la fois des impacts et des solutions, je vous rassure, est totalement intégrée à la démarche. Voilà pour ce qui était de cette précision. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Si c'est le cas, je propose qu'on poursuive avec nos représentants de filière.
Non, pas de questions. Alors, du coup, cette troisième partie, justement, l'objectif, c'est de pouvoir donner la parole à un certain nombre de participants qui sont à la fois directement concernés par les enjeux liés au changement climatique, donc du point de vue de l'adaptation, et qui ont participé à ce premier exercice. Donc, on a pour ça préparé un certain nombre de questions à leur poser, qui s'affichent à l'écran. Alors, pour ce qui est de la première, bien évidemment, ce qui nous intéresserait dans leur témoignage, c'est de les entendre sur les enjeux d'adaptation pour leur filière, hein, en termes de menaces et d'opportunités, en quoi l'adaptation représente un défi et un enjeu qu'il est important de traiter. Et puis, on a deux autres questions qu'on abordera par la suite. Alors, pour cette première question, je vais l'adresser en premier à Thierry Véronèse, qui pourra se représenter s'il le souhaite. Voilà, je vous invite à aborder cette première question et après, je passerai la parole à Denis Bergère. Donc, Thierry, la parole est à vous. Il n'y a pas de micro. Est-ce que votre micro est activé, Thierry? Non, je ne crois pas. Alors, d'accord. Donc, on va inverser l'ordre et on va proposer à Denis Bergère d'intervenir en premier le temps qu'on règle la question du micro. Donc, Denis, vous voulez bien intervenir? Très bien, bonjour à tous et toutes. Je reprécise juste, donc moi je dirige la FIDEM, c'est l'interprofession des fruits transformés, hein, pas fruits globalement. Mais donc j'ai participé aux ateliers et je vais essayer de retranscrire la globalité des échanges. Donc déjà pour signaler, donc le travail a été fait sur la filière Val-de-Loire, un pomme Val-de-Loire. La pomme, enfin c'était un des sujets. Il peut y avoir des enjeux un peu différents si on se place dans les autres régions françaises. Et d'autre part, un peu comme l'a dit Luc tout à l'heure, la pomme fait partie de ces produits qui est très internationalisé hein, en termes des échanges. Donc c'est vrai qu'il a été rapidement indiqué que l'enjeu de la connaissance de l'impact du changement climatique dans nos pays qui peuvent être ou clients ou concurrents est un élément très important. Pour resituer un peu déjà globalement la filière de production. Ensuite, donc sur les enjeux, d'abord beaucoup d'enjeux quand même sur le côté de la production hein, en tant que tel. Donc là, des enjeux purement climatiques au sens de l'impact du gel, des impacts sur les températures, hein, les canicules ont des impacts importants sur nos productions. Signaler pour cela que la pomme, c'est un produit fini au verger. Hein, c'est un produit, moi je représente une filière de transformation où là on peut le transformer, mais globalement le fruit frais, il est fini sur l'arbre, donc les impacts de la grêle, du gel sont importants. Les canicules, hein, sur la coloration des fruits par exemple, il y a des impacts très importants. Donc là, il y a bien des enjeux purement de production. Dans ce domaine, il y a aussi toute l'adaptation à l'évolution du parasitisme. On a des parasites émergents liés au changement climatique. Donc là aussi, un enjeu important. Ensuite, il y a l'eau. On a déjà pas mal parlé, mais donc l'eau pour deux points pour notre production. L'eau sert à protéger les arbres contre le gel de printemps, hein, par aspersion. Et puis ensuite, bien sûr, une irrigation en période de production. Donc, et là, par exemple, pour l'antigel, il y a besoin de très gros volumes d'eau, donc des questions sur la disponibilité en eau. Beaucoup de questions là-dessus.
Donc ça c'était tout ce qui concerne la production. Donc il y a bien ici un enjeu du maintien de la production à terme. On pourrait se poser la question du maintien de la production de la pomme sur le territoire français, ou des questions potentiellement de remplacement par d'autres espèces fruitières. Ça pose la question de l'adaptation génétique des variétés. Donc, comme l'a dit Luc tout à l'heure, la problématique pour la pomme, c'est que la recherche variétale, c'est du très long cours. Entre l'hybridation, enfin la création variétale et une variété qui va être prête à être mise en culture, c'est 20 à 25 ans. Parce qu'on est sur cette production pérenne, donc c'est très, très, très. Donc ensuite, tout un autre volet sur la consommation, hein, les consommateurs. C'est sûr qu'on vient de parler du maintien de la production en France. En parallèle, on a sur nos produits, mais je pense que c'est un peu général, une demande forte de produits origine France, de produits locaux. Donc il y a un vrai enjeu quand même là-dessus. Et donc on verra tout à l'heure dans les pistes, c'est aussi sur les labels, par exemple, on pourrait mettre en avant ces aspects de changement climatique. Donc voilà, alors il y a aussi des questions sur la consommation d'énergie dans les stations fruitières. On conserve les fruits, donc il y a des enjeux aussi sur l'énergie. Et peut-être sur des évolutions des modes de consommation. Les fruits sont des produits, dont la pomme, très sensibles pour la consommation, à la climatologie. On mange des fruits d'été en été, on mange des pommes plus en hiver, etc. Donc le changement climatique pourrait avoir un impact sur les modes de consommation. S'il fait plus chaud, on a peut-être envie de manger des fruits plus frais, plus des fruits d'été. Donc pour un produit comme la pomme, qui est plutôt un fruit d'automne-hiver, la question peut se poser, ou sur des présentations différentes qui permettraient d'avoir une présentation de fruits de fraîcheur. Voilà. Je ne sais pas si mon temps est parti. Merci Denis. Non, très bien. Merci d'illustrer justement l'importance de prendre en compte le changement climatique pour votre filière, et on voit bien aux différents stades de la production jusqu'à la présentation des produits, leur commercialisation. Est-ce que Thierry a pu se reconnecter? Thierry, vous pouvez faire un test micro? Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je vous repose la question. Est-ce que vous pouvez également nous expliquer en quoi l'adaptation est un enjeu fort de votre filière? Alors déjà, la filière maïs est un enjeu fort. La première chose qu'il faut déjà prendre comme élément de contexte, c'est la céréale la plus cultivée au monde, un peu devant le riz et le blé. Elle est très appréciée dans plein d'usages. La consommation des filières courtes, on ne consomme pas de maïs exactement en alimentation humaine, sauf pour quelques applications comme la polenta ou le popcorn, etc. C'est surtout une céréale qui est très, très utilisée dans des applications d'aliments de bétail. Et aussi, on va la retrouver dans l'alimentation humaine, mais notamment pour l'amidon qu'elle contient. Et ensuite, il y a différents types d'usages en semoulerie, très peu, mais il y en a un petit peu, ou dans des applications industrielles. Donc, on l'apprécie notamment, par exemple, dans les bioplastiques, parce que c'est une céréale qui apporte beaucoup d'amidon, qui est un plastifiant et qui a un rendement assez élevé. Voilà, donc c'est un enjeu fort parce que c'est une céréale qui structure beaucoup des filières et des économies au niveau mondial et au niveau local. Et puisque dans le cadre de l'atelier, on avait travaillé au niveau du sud-ouest, il est clair que c'est une céréale qui occupe beaucoup de place puisque c'est 40% de la production nationale, le maïs du sud-ouest. En tout cas en Occitanie.
Donc en fait, la question du changement climatique, elle est extrêmement délicate. Ce qu'on vit aujourd'hui, on est plutôt dans les éléments auxquels on s'est adapté aujourd'hui, c'est plutôt des problématiques de variabilité interannuelle qui sont devenues de plus en plus complexes. Pas vraiment pour l'instant des questions liées vraiment encore au changement, même s'il y a des situations qui parfois, certaines années, deviennent critiques. Aujourd'hui, l'adaptation, les politiques d'adaptation, les stratégies d'adaptation sont plutôt liées à la gestion des variabilités interannuelles. C'est-à-dire on peut avoir des printemps secs ou très très pluvieux. Et l'automne, au moment de la récolte, en général, on récolte beaucoup plus tard qu'avant, puisque le mois d'octobre est plus sec. Mais on peut connaître des variabilités qui remettent en cause les stratégies qu'on a identifiées. Voilà, donc ça c'est un point qui est important sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Par rapport à la perspective qu'on s'est donnée pour l'avenir, la question qui se pose, c'est notamment la question de l'eau, quoi, hein. Donc, c'est une céréale qui est semée au mois de mars-avril, voire mai, et qui connaît le pic de son cycle végétatif au mois de juillet, et qui donc a une présence sur le sol avec un pic de production et de croissance sur le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, donc une période pour laquelle il faut pouvoir apporter de l'eau à cette plante. Voilà, donc les enjeux sont, si on regarde la question des enjeux généraux aujourd'hui, ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est le positionnement structurant de cette filière dans un ensemble de productions régionales et nationales qui implique pour nous des questionnements importants sur la préservation, la pérennisation de cette culture pour pouvoir continuer à alimenter les filières existantes, quoi. Voilà, donc les éléments de contexte généraux que je peux donner à ce stade-là. Merci en tout cas Thierry pour cette première réponse. Alors, on a déjà quelques questions qui émergent. On pourra les traiter par la suite. Mais il y avait une première question peut-être pour Luc ou Denis sur quel type de parasites émergents, notamment dans la filière pomme, et puis également pour le maïs. Est-ce que vous avez des exemples justement de parasites émergents dans votre région dont on suspecte le développement très fortement corrélé au changement climatique ou des inquiétudes par rapport à ça? Est-ce que Denis voulait répondre? Je peux répondre. Bon, c'est vrai que dans l'arboriculture au sens large, c'est quand même des questions qui se posent. Sur la pomme poire, il y a les punaises. Hein. On a un développement de dégâts de punaises, plus sur poire que sur pomme, mais qui existe aussi sur pomme. C'est vrai que globalement, sur les cultures fruitières, on voit des développements comme on a beaucoup parlé de la Drosophila Suzuki sur les fruits rouges. Donc il y a des problématiques quand même qui sont liées au changement climatique sur ces aspects-là. Après, j'en parlerai peut-être dans les obstacles, c'est que c'est vrai que la réglementation aujourd'hui, y compris dans l'évolution, par exemple, sur les homologations de produits phyto, ne tient pas forcément bien compte de ces aspects de changement climatique. On va parler dans les obstacles sur. Oui, on va en parler. Est-ce que Thierry, vous voulez répondre à cette première question aussi sur le problème de ravageurs, parasites? Alors au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a une explosion ou des phénomènes nouveaux qu'on puisse vraiment mentionner. Les risques qu'on peut rencontrer, c'est un certain nombre de ravageurs sur lesquels qu'on connaît très bien,
comme par exemple les pyrales du maïs, quoi. Et un autre risque sur les céréales, ce sont les mycotoxines, et c'est le risque fongique, quoi. C'est le développement de champignons qui sont plutôt favorisés donc, par des conditions chaudes et humides. Voilà, donc alors la question c'est de savoir si on a les deux phénomènes qui sont combinés. Mais en conditions chaudes et humides, on a plus de mal à maîtriser le développement de champignons et en particulier le problème que ça pose, c'est la synthèse par ces champignons de toxines qui sont extrêmement toxiques pour la consommation animale et humaine. Donc ça, c'est un des points qui peut apparaître lié au parasitisme, aux ravageurs, quoi, et donc au changement climatique. Bien, merci pour ces précisions. Alors j'invite nos auditeurs à poser des questions dans le chat hein, pour qu'on puisse justement les organiser, qu'on ait une masse critique, en tout cas d'interpellation pour juste quand on arrivera à la fin de ces témoignages, puis on peut en prendre certaines au fil de l'eau, bien évidemment. Alors, on va poursuivre sur le deuxième point, après avoir un peu situé les enjeux pour vos deux filières. Quels sont justement, d'une part, les obstacles et d'autre part, les opportunités pour mobiliser cette filière? Alors, Denis, vous aviez commencé à en parler, donc je vous propose qu'on rebondisse sur la question que vous vouliez évoquer, et puis avec le maïs. Denis? Oui. Donc, dans les obstacles qui ont pu être évoqués lors du groupe de travail, bon, il y a des choses qui ont été déjà bien soulevées dans les présentations sur les inégalités. Hein. C'est sûr que, enfin, aujourd'hui, au niveau d'une filière comme la production de pommes, les producteurs, il y a une adaptation permanente en fait, hein, puisque sur le court terme, bon, sur des aspects comme le gel, la canicule, bah, il faut s'adapter pour continuer à produire. Si on prend les aspects de canicule, bon, c'est une incidence sur les dates de récolte, sur la coloration des fruits. Donc bon, ça c'est en permanence dans le travail quotidien de l'agriculteur. Mais c'est vrai que là on voit qu'on est sur des aspects de court terme. Une des difficultés, c'est quelle projection sur le moyen et long terme. Donc ça c'est quand même. Mais c'est vrai que dans le groupe de travail, ce côté de prendre en compte le changement climatique au moins j'en parlerai pour le consommateur dans la pédagogie de ce que l'on fait, c'est un point qui est important, qui peut être important. Donc, il y a une question entre une adaptation progressive et puis des stratégies plus de rupture pour le long terme. Dans ce cadre-là, il faut effectivement parler de l'aspect variétal, hein, où là on a une question on est sur le long cours, sur l'amélioration génétique, c'est un vrai problème pour nos productions. Donc il y a la question je l'ai dit en introduction, de la concurrence internationale. Hein. On est dans des productions très. La France est un pays largement exportateur de pommes. Hein. On exporte grosso modo un tiers de notre production. Donc c'est la connaissance de l'impact du changement climatique chez nos pays clients et concurrents, parce que du coup on a aussi beaucoup de pays concurrents. C'est un point très très important et qui n'est pas forcément bien étudié sous cet angle du changement climatique. Donc un point important que j'ai donc signalé effectivement tout à l'heure, c'était beaucoup soulevé, c'est quand même le fait que bon, aujourd'hui la production, on a des actions et l'aspect du financement. Hein, si on prend l'eau, par exemple, on a beaucoup évoqué que les problématiques de réserve en eau
était aujourd'hui pas forcément bien intégrée, bien prise en compte par les pouvoirs publics, à la fois en termes d'autorisation, voire en termes de financement. Donc ça, c'est un point très important. Et c'est vrai aussi que sur la réglementation, si on prend les aspects d'évolution des protections phytosanitaires, cet aspect-là n'est pas forcément bien pris en compte. Donc là, on pense qu'il y a vraiment un effort aussi là de la part des pouvoirs publics de bien rentrer cette problématique du changement climatique dans les décisions qui sont prises en matière d'aide, de réglementation, etc. Et donc, bon, enfin ça j'en parlerai plus après dans les pistes. Il y a donc l'idée d'introduire, ce qui n'est pas sans doute beaucoup fait aujourd'hui, d'introduire dans le comment dire dans la pédagogie vers le consommateur cet aspect du changement climatique. Et on en parlera dans les. Aujourd'hui, la production est largement dans une logique d'évolution vers une production HVE, haute valeur environnementale. Et le changement climatique, finalement, en termes de pédagogie, d'action, n'est pas forcément bien mis en valeur. Alors que ça serait sûrement facile. Quand on dit les producteurs ont du mal à se projeter dans le long terme, mais je pense que c'est pas que la production, c'est l'ensemble des discours, etc., qui devraient être tournés vers cet objectif de changement climatique. Alors qu'on n'en parle pas beaucoup finalement. On va beaucoup parler de réduction des intrants, de développement de la production bio, mais on n'axe pas forcément bien sur le changement climatique. Voilà. Très bien. Donc, et au niveau des opportunités, est-ce que vous souhaitez compléter? Donc, on a effectivement la labellisation, ça pouvait être un levier pertinent pour améliorer cette pédagogie, en tout cas sur les actions de la filière en termes d'adaptation. Est-ce que vous voyez d'autres opportunités qui pourraient contribuer à cette mobilisation plus grande des acteurs? Les opportunités, après, c'est de s'adapter effectivement au niveau des variétés, des modes de consommation. Donc là, ça, on peut le prendre comme une opportunité. Faire évoluer les. Alors bon, après, il y a carrément l'évolution vers d'autres espèces, mais ou la délocalisation de la production, mais ça serait pas, c'est pas une opportunité. Bon, il faut le voir dans les deux sens, quoi, mais voilà ce qu'on peut dire. Mais oui, moi je crois qu'une des opportunités, c'est vraiment c'est l'aspect variétal qui peut être une grosse opportunité. Ouais. D'accord. Alors, justement, sur la question des opportunités, avant de repasser la parole à Véronèse, il y a une intervention dans le chat. C'est effectivement, est-ce que le label bas carbone, qui porte sur la valorisation d'actions des réductions des émissions de gaz à effet de serre, pourrait justement, en étant associé à ces efforts d'adaptation, en essayant de mobiliser des synergies sur les actions d'adaptation, et donc cette question de la labellisation, est-ce que ça pourrait représenter une opportunité d'intervention et également essayer de valoriser du point de vue financier un certain nombre d'actions d'adaptation. Donc en fait, présenter l'adaptation sous l'angle d'une valeur ajoutée qui pourrait en être générée, soit à travers une meilleure valorisation des productions, soit à travers aussi des financements de certaines pratiques vertueuses. Oui, c'est les réflexions qui. Vous voulez réagir à ça? Oui, c'est les réflexions qui. Enfin, il y a des réflexions autour de ça dans la filière. Donc oui, bien sûr. Après, ce qui a été dit dans le groupe, c'est peut-être la convergence des labels et de la communication, quoi, et ça me paraît aussi un point important. Bon, d'un point de vue, on voit aujourd'hui un grand développement du label HVE, haute valeur environnementale. Je pense qu'après, il faut chercher à avoir aussi une communication qui soit
cohérentes sur un même label. HVE aujourd'hui est beaucoup porté par les pouvoirs publics, donc c'est intéressant. Il me semble qu'il faudrait essayer d'avoir après un message cohérent au sein d'une même labellisation, qui peut comprendre ces aspects carbone, etc. Mais peut-être pas diversifier, enfin essayer justement de renforcer la cohérence. Très bien. Et je crois aussi que c'est le message que l'ADEME souhaite porter sur les synergies, notamment et la cohérence entre adaptation et atténuation. Audrey pourra peut-être nous en dire un mot. Oui, tout à fait. Bon, par rapport au label bas carbone, aujourd'hui, il porte sur les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas un label qui porte sur l'adaptation, mais sur l'atténuation. Après, bien évidemment, les deux sujets, atténuation et adaptation, sont à mettre en cohérence. Et quand on se pose la question de quelle solution d'atténuation ou quelle solution d'adaptation, il faut effectivement regarder qu'elle soit cohérente sur l'autre enjeu. Alors, je propose qu'on revienne vers la filière maïs et qu'on nous fasse part également des obstacles, mais également des opportunités. Il y a beaucoup d'interventions dans le chat et d'attentes sur les opportunités que représente l'adaptation de la filière. On pourra y revenir. Thierry, je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc, pour reprendre un peu sur la partie obstacle, donc, bon, déjà, dire que c'est une filière qui s'est beaucoup développée une dernière décennie, après la guerre, et donc qui a connu un certain nombre de variations déjà un peu climatiques, quoi. Donc, notamment de plus 1,5 degré, etc. Donc en fait, c'est une filière qui s'est déjà beaucoup adaptée à la situation, qui a déjà développé un certain nombre de stratégies et d'outils. Les principaux outils qui ont été utilisés, ont été basés sur des améliorations génétiques qui ont été considérables avec les hybrides dans les dernières décennies, et puis des adaptations par le machinisme et par les pratiques, les itinéraires techniques qui ont été développés. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui. Ce qui préoccupe beaucoup les filières en termes d'obstacles par rapport donc, au changement climatique, c'est bien sûr l'accès à l'eau. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, donc en fait, une des questions, c'est comment apporter de l'eau à la plante lorsqu'elle est en plein dans son cycle maximum estival. Et aujourd'hui, clairement, un des gros travaux qui est fait par les différents représentants de ces filières, c'est de travailler avec les pouvoirs publics pour essayer de débloquer cette situation, pour bien pouvoir l'expliquer et la rendre compatible aussi avec les attentes sociétales, quoi. Donc ceci étant un des obstacles principaux, ça devient aussi donc une opportunité majeure si on arrive à débloquer cette situation et à faire en sorte qu'on puisse stocker de l'eau et apporter donc les réponses dans ce domaine. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport à ça, donc je vais essayer d'y répondre en même temps, puisqu'en fait, la question qui est posée souvent lorsqu'on aborde cette question de l'eau et du maïs, la question qui est posée, c'est de savoir s'il n'y a pas finalement d'autres espèces qu'on pourrait cultiver, qui pourraient remplacer le maïs et apporter une réponse à cette question de l'efficience de l'eau, quoi. Donc la première chose, c'est que je voudrais revenir déjà sur la structuration des filières aujourd'hui d'un point de vue technique et de rentabilité économique. Les opérations qui ont consisté à chercher des alternatives au maïs, comme par exemple le sorgho ou d'autres céréales, n'apportent pas forcément les réponses attendues en termes techniques, en termes de rentabilité, et parfois même en termes réglementaires, puisque certains cahiers des charges de production sont dans une démarche qui impose l'utilisation d'un certain nombre de matières premières, dont le maïs. Après, la question qui se pose autour de l'eau et du maïs et des céréales, il faut juste préciser une chose, c'est que
le maïs a une mauvaise image, mais en fait, en réalité, d'un point de vue biologique, c'est une plante qui utilise très bien l'eau. C'est-à-dire que du point de vue de l'efficience, la matière produite à l'hectare à partir d'un mètre cube d'eau est la meilleure qu'on puisse rencontrer sur le maïs par rapport à ce qu'on obtient par exemple à partir du blé ou d'autres céréales, ou voire d'autres oléagineux. Donc le remplacement par une autre céréale est un peu délicat, puisque on est déjà dans une situation où on a optimisé la situation. Et que c'est une plante qui a beaucoup de vertus, notamment en termes aussi d'intrants utilisés. Et je voulais préciser aussi que comme c'est une plante qui a une capacité de production par unité de surface qui est assez impressionnante, c'est aussi un excellent puits de carbone et de matière organique par les matières aériennes, mais aussi par les racines. Donc, et la question qui se pose par rapport aux usages doit prendre aussi en compte un peu tous ces aspects, parce que, et par rapport à ce qui a été évoqué précédemment hein, sur la question des bilans carbone, le maïs peut contribuer à apporter des éléments de réponse dans ce domaine. Voilà, donc si on résume en deux mots obstacles et opportunités, aujourd'hui l'obstacle c'est de pouvoir travailler sur des stratégies d'accès à l'eau. Et alors les opportunités, mais je pense qu'on va en parler après, puisque c'est la troisième question. Quelles sont les actions d'adaptation qui sont envisagées? Justement, on a réfléchi un peu à toutes ces questions-là. Très bien. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont posées, mais je vous propose qu'on les traite après les interventions. Alors, pour ce qui est justement de ce troisième point sur les actions d'adaptation, donc Thierry Véronnet, je propose qu'on poursuive avec vous. Donc, on a bien compris qu'effectivement, dans le cadre de votre filière, en tout cas, il y avait des réflexions et puis des travaux sur les améliorations variétales pour essayer de, dans la mesure du possible, de surmonter cette contrainte liée à la variabilité et à la baisse de la disponibilité en eau. On a bien vu dans l'intervention d'Audrey que l'adaptation, c'était à la fois des actions de court terme, hein, mais aussi des réflexions à plus long terme, puisque le changement climatique va venir un peu redistribuer les cartes en termes de zones de production et de marché. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire justement un petit peu sur ces actions court terme versus long terme, quelles sont les réflexions au niveau de la filière et aussi à votre échelle que vous pourriez mettre en avant en termes de réponse d'adaptation? D'accord. Donc, le point central de la réflexion actuellement étant la question de l'irrigation, il est clair que les stratégies qui sont à court terme sont celles qui sont à notre disposition d'un point de vue technique, scientifique. Voilà. Ensuite, à plus long terme, il y a d'autres approches, d'autres stratégies qui vont se développer, mais qui nécessitent encore beaucoup de recherche et de développement. Donc, le point clé, c'est la question de la mobilisation de la ressource et de sécuriser l'offre en termes de ressources et aller vers une irrigation plus efficace. C'est-à-dire que l'idée qui est développée, c'est de proposer d'augmenter la ressource ou de la rendre disponible dans les périodes délicates, mais en parallèle, c'est ce qu'on développait, ce qu'on on définit comme une démarche d'aqua-responsabilité, c'est-à-dire d'avoir des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces et efficients dans l'utilisation de chaque mètre cube d'eau. Donc ça sous-entend d'utiliser mieux et plus
un certain nombre de technologies qui sont déjà existantes et qui s'améliorent d'année en année, comme par exemple les systèmes qui permettent de mesurer très finement les besoins en eau d'une parcelle, déjà d'une parcelle à une autre, et peut-être même plus tard de façon intra-parcellaire, c'est-à-dire quelles sont finalement les variabilités du besoin en eau que l'on peut observer sur une parcelle, et faire une irrigation de précision, c'est-à-dire aller vers un système où on apporte le mètre cube au bon endroit et au bon moment. Voilà. Donc on va dire que si on résume les opérations, on va dire ce qui se fait à court terme, ou ce qui s'envisage à court terme, c'est mettre en miroir deux choses. La première, c'est la création des ressources, et d'un autre côté, développer, déployer des technologies qui sont déjà existantes et qui permettent de mieux gérer l'eau dans les processus d'irrigation. Voilà, donc ça, c'est la partie court terme. Sur la partie à plus long terme, il y a pas mal de travaux qui sont engagés et qui s'appuient plus sur des logiques agronomiques, notamment celles qui consistent à mieux utiliser le sol, notamment en faisant en sorte que le sol soit couvert pendant la période hivernale pour pouvoir encore conserver davantage de matière organique dans les sols, matière organique qui contribue à stocker davantage d'eau dans les sols. Et ensuite, l'autre aspect, il relève encore de la génétique. Comment faire en sorte d'améliorer, de faire progresser encore les variétés de maïs qui ont déjà beaucoup évolué depuis des décennies, pour qu'elles nous permettent d'avoir une meilleure résistance au stress hydrique. Il y a aujourd'hui des variétés qui sont déjà proposées par certains groupes semenciers, qui ont été sélectionnées pour leur meilleure résistance au stress hydrique. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire dans ce domaine. Et puis une autre stratégie dans le maïs qu'on développe, qu'on peut d'ores et déjà développer, mais qui peut encore progresser avec l'amélioration de la génétique, c'est la stratégie d'esquive. C'est-à-dire faire en sorte de semer le maïs assez tôt pour que son cycle maximal se situe dans une zone plus de l'année où il y a davantage de pluviométrie. Donc si vous semez tôt, on va dire que vous pouvez éventuellement espérer avoir besoin d'eau plutôt en fin juin ou début juillet, là où c'est le plus probable d'avoir des pluies et des orages, quoi. Voilà. Donc ça fait partie des autres stratégies que l'on travaille dans le domaine du maïs. Merci Thierry. Alors effectivement, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées suite en même temps que vous interveniez, avec notre sur la question de les économies d'eau et finalement l'efficacité de certains types d'adaptation de court terme, que ce soit dans le domaine variétal, dans le domaine de l'irrigation de précision, avec une question participant qui indique que les économies d'eau pourraient être confrontées quand même à des limites physiques. Certaines études montrent que les économies possibles sont au mieux de 20% dans certains bassins versants. Du coup, est-ce que ces stratégies d'adaptation que vous avez évoquées vous paraissent suffisantes pour justement faire face à des évolutions particulièrement structurelles de la disponibilité à plus long terme? Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, je ne dis pas que chaque stratégie n'apporte pas forcément un niveau de réponse supérieur à 10 ou 20%. Les technologies de gestion de l'irrigation, effectivement, c'est 10 ou 15% de gain. Les stratégies agronomiques ou stratégies d'esquive que j'ai évoquées, c'est peut-être 10 encore ou 15% supplémentaires. Une meilleure gestion également des apports d'eau sur l'irrigation, c'est-à-dire tous les réseaux en fait d'irrigation, c'est encore un petit pourcentage.
Ensuite, une meilleure gestion sur le territoire aussi qu'on peut envisager, c'est-à-dire un interfaçage beaucoup plus efficace avec la ressource et avec ceux qui gèrent la ressource, et qui permettent d'en faire encore 5 ou 10%. Voilà. Donc en fait, la question, c'est pas tellement de savoir si on a une technologie ou une stratégie miracle qui va nous permettre d'apporter directement à elle seule les 30 ou 40% qu'on attend, mais on va dire qu'on a plutôt un empilement de solutions ou d'approches par petits pas qui peuvent se cumuler et permettre de faire une optimisation. Mais clairement, il y aura toujours besoin d'eau pour faire pousser une plante. Hein. C'est pour ça que à partir du moment où une plante est présente sur une surface au mois de juillet ou au mois d'août, de toute façon, il faut de l'eau. Donc, clairement, il y a la question quand même de la ressource qui est quand même assez centrale. Quoi. Très bien. Donc, il y a effectivement plusieurs interventions qui tournent autour des limites au prélèvement croissant d'une ressource. Sur le plus long terme, dans l'atelier, on avait abordé aussi des stratégies plus de transformation. Hein. Est-ce que ça vous paraît être de nature aujourd'hui à interpeller la filière et à représenter des perspectives d'évolution en ce sens? Thierry Véronèse. Pardon, il y a eu une coupure. Ah, pardon. La question parce que j'ai eu une coupure. Ok. Non, je disais sur les perspectives de plus long terme, en termes justement de transformation possible, en tout cas de scénarios un peu plus alternatifs sur la production et sur la valorisation du maïs dans la région. Il y avait des réflexions, notamment lors de l'atelier, sur des sujets de plus grande adéquation entre zones de production et disponibilité en eau, voire de diversification des filières. Et ça d'ailleurs, ça rejoint une question posée par un participant. Dans quelle mesure la diversification des filières est-elle une bonne solution face justement à ces évolutions climatiques de long terme, mais aussi aux incertitudes sur ces évolutions? Est-ce la fin à plus long terme de certaines filières monoproduits ou à produits très dominants? Voilà. Alors, est-ce que c'est une question aussi qui interpelle la filière, Thierry Véronèse, sur la diversification et comment faire face à des changements plus drastiques et plus incertains? Oui, oui. Donc, en fait, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Alors, on est déjà sur des filières qui sont, enfin, des territoires qui sont assez diversifiés. Après, ça va dépendre des zones. La question après, c'est la diversification au niveau d'une exploitation en particulier ou d'une surface donnée. Effectivement, il y a beaucoup de travaux qui sont menés au sein des coopératives et dans les instituts techniques pour étudier les rotations ou l'introduction de nouvelles espèces que l'on peut cultiver pour pouvoir répondre d'une part à la question du changement climatique, hein, mais dans son ensemble, c'est-à-dire il y a la question de l'eau, mais il y a aussi la question des ravageurs. Et voilà. Donc, du coup, introduire des rotations, c'est toujours quelque chose de pertinent dès lors qu'on veut lutter contre notamment les ravageurs des cultures. Donc ça, c'est un travail qui est fait de façon continue. La question qui est posée, alors il y a les différentes stratégies qui sont évoquées, c'est effectivement des rotations interannuelles. Il y a même certains travaux qui sont menés pour évaluer l'intérêt de cultures associées. Voilà, la question qui est posée, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est toujours de pouvoir construire des filières qui restent compatibles et qui permettent d'atteindre de proposer en fait des modes de production qui restent rentables pour les agriculteurs, sachant que ce sont des processus qui sont aussi assez longs à mettre en place, puisque ça veut dire aussi que l'organisation des chantiers et du machinisme qui va avec rend un peu compliqué
la mise en place de ces stratégies sur des territoires qui ont déjà des modes de production et des modes d'organisation de l'amont jusqu'à l'aval qui sont déjà assez bien organisés et qui fonctionnent même très bien, hein, si on reprend uniquement cette partie technique. Voilà, donc c'est effectivement, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ces sujets-là, un peu par tout le monde. Bien, merci Thierry. Je vais redonner la parole à Denis Bergère pour cette justement troisième temps sur les actions d'adaptation à court terme, mais également avec aussi un prisme. Je vous invite Denis à aborder cette question justement de la gestion de l'eau, mais également sur des perspectives de plus long terme, avec pourquoi pas des diversifications à introduire, ou comme vous l'avez dit, de nouveaux modes de valorisation. Très bien. Donc, sur les actions, bon, on a identifié, on va dire, quatre grands objectifs. Donc, d'abord, la partie adaptation sanitaire et climatique. Donc là, c'est toute la partie, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, et déjà, pour nos filières, ce sont quand même des actions qui sont très fortement existantes. Hein, mais donc là, l'idée est de persévérer, ça veut dire, et de continuer à améliorer nos techniques. C'est vrai qu'en pomme, sur les aspects, par exemple, de la protection phytosanitaire, les développements du biocontrôle, la réduction des intrants, c'est quelque chose, la production intégrée, c'est quelque chose qui est très très fort historiquement dans la production de pommes, avec des résultats significatifs. Bon, là, il faut continuer dans cette voie-là, ça me paraît un élément important. Donc c'est aussi le développement, le renforcement de tout ce qui est outils de surveillance, les outils d'aide à la décision. Ça c'est un point important. Ça passera aussi dans un deuxième point que je vais signaler après par l'adaptation variétale. On a développé historiquement, donc ça c'est des choses qui sont maintenant présentées, des variétés résistantes à certains parasites, en particulier les variétés résistantes à la levure, qui est quand même un des parasites majeurs pour notre production, c'est un champignon. Voilà. On a évoqué ça, bon, on est là dans la poursuite et on est plutôt dans du court terme. Sur le long terme, il y a des expérimentations, il y a des choses, c'est est-ce qu'il faudra aller vers des productions protégées physiquement, hein, donc là on parle de sans peut-être aller jusqu'à des serres, mais aujourd'hui, pour les protections, il y a des essais de protection avec des filets qui permettent de protéger les parcelles contre certains parasites. Voilà, donc ça va potentiellement jusqu'à des vrais abris, donc ça peut être une option. Mais on est quand même là, on est dans des réflexions qui seraient sur du long terme. Dans ce domaine-là, il y a évidemment donc le côté sanitaire et le côté eau, donc qui est très important. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a l'aspect de l'accès des réserves, l'accès à l'eau. Mais bon, on est quand même dans des productions en très grande majorité qui sont irriguées en goutte à goutte, donc sur des systèmes relativement économes quand même en matière d'utilisation de l'eau. Hormis pour la protection contre le gel, qui est en expression du coup. Donc là, c'est la poursuite du développement, ce qu'a développé, ce qu'a dit Thierry, hein, c'est toutes les aides à la décision d'irrigation, donc par rapport aux besoins du végétal. Peut-être aussi des outils d'aide à la prévision climatique. Ça a été soulevé, c'est peut-être un point qui n'est bon, là, il y a des marges de progrès à faire et qui mériteraient d'être travaillées sur la prévision climatique. Donc voilà pour ce grand point qui est un point globalement, un point qui est dans la foulée de ce que fait la filière déjà aujourd'hui et depuis longtemps.
Ensuite, un point sur l'aspect évolution variétale. C'est vrai que, y compris pour rebondir sur la question de la diversification, etc., nous, on peut raisonner en matière de diversification des espèces. Est-ce que la pomme va se monter dans des pays plus du nord, enfin plus nordiques ou dans des régions nord de la France? On a déjà en France des gradients importants de climat. Hein, donc, comme la pomme est quand même un produit, enfin une espèce produite dans toute la France, on a déjà des latitudes en France. Donc, mais il y a un point très important, c'est la variété. Les variétés sont quand même nombreuses en pommes. Hein. On a aujourd'hui, la filière pomme est passée d'une structure avec 2 ou 3 variétés il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, on a 10-15 variétés majeures, plus des variétés régionales, etc. Donc l'aspect variété en tant que tel est déjà un élément de diversification qui peut permettre l'adaptation au changement climatique. Il y a certaines variétés qui sont adaptées au nord de la France historiquement, et donc dans la recherche variétale, ça fait partie des solutions qui peuvent permettre de faire face au changement climatique. Bon, là, on l'a déjà dit, mais évidemment, alors, il y a peut-être là des pistes à rechercher. L'INRA travaille là-dessus, sur des recherches un peu plus fondamentales sur la physiologie végétale, pour permettre d'aller un petit peu plus vite sur la création variétale adaptée à certains facteurs climatiques. Un autre point, donc c'est sûr, dont on a parlé un petit peu, c'est sur les modes de consommation. Hein, on revient à l'idée que le fruit, là, on est vraiment dans une transformation. Donc on a 15% du produit pomme qui est transformé, le reste est vendu en frais. Donc, on a un côté très saisonnier, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc là, sur l'évolution des modes de consommation, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la fraîche découpe, hein, c'est-à-dire que c'est des produits préparés et vendus en rayon préparé. Ça peut permettre, parce qu'ils seraient préparés, présentés de façon réfrigérée, ça peut permettre de maintenir de la consommation avec un attrait pour le consommateur. Si on parle de... Il y a dans les actions, c'est nous, par exemple, qui réfléchissons beaucoup à notre filière transformée là-dessus. C'est vrai que le développement, alors là, du coup, de produits transformés ou préparés peut permettre la réflexion sur des variétés spécifiques ou sur des vergers dédiés pour ces productions. Donc, dans la diversification, on a beaucoup de leviers possibles. Et puis donc un point qui peut être là plus sur du court terme, du coup, dont on a déjà, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, dont on a déjà discuté, c'est un petit peu la convergence des labels. Encore une fois, le produit pomme, c'est un produit fini au verger, c'est un produit grande consommation. Et donc, la communication vers le consommateur, l'angle d'attaque consommateur, la convergence des labels, de la communication, y compris la communication publique, hein, qui aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup axée sur l'aspect nutrition santé des fruits et légumes. Bon, ça c'est bien, on ne va pas s'en plaindre, mais justement, ce côté, on pourrait renforcer en préservant vraiment une convergence de tous les labels et ne pas complexifier forcément trop les messages. Et je pense qu'il y a un intérêt à communiquer, alors, sans doute au travers du label HVE, hein, on peut renforcer le changement climatique. Très bien, merci Denis. Alors, il y a un certain nombre de questions là qui viennent de nous être posées. Il reste 10 minutes, donc on aimerait quand même pouvoir répondre à un certain nombre d'entre elles. Alors, on a répondu à la question de la diversification. Il y a une question intéressante là qui vient d'émerger. Est-ce que dans le cadre de cette étude vous a apporté des éléments nouveaux que vous ne connaissiez pas sur le changement climatique? Pensez-vous que les prévisions étaient à ce point dégradées pour 2030-2050? Voilà. Est-ce que ça a permis
d'ouvrir un peu des perspectives, de découvrir ou en tout cas de réinterroger certaines idées largement partagées dans la filière. Voilà. Donc, est-ce que Thierry, en quelques mots, vous voulez commencer à répondre à celle-là? Alors, disons que par rapport à ce qui a été présenté, moi, ce que je trouve qu'on c'est pas tellement par rapport à la question des scénarios ou des éléments de connaissance qu'on pouvait avoir. Je pense que c'est surtout que ça a permis de mettre de façon assez pragmatique les éléments en avant, et en particulier sur la confrontation de ce qu'on appelle l'urgence dans un cas qui est climatique et l'urgence économique, quoi. Donc, je pense que le travail qui a été réalisé donne quand même maintenant une bonne vision sans forcément écarter les stratégies de court terme qui sont primordiales si on veut pouvoir continuer à progresser et envisager des stratégies de long terme. C'est-à-dire que si le point, c'est que si les stratégies de court terme ne sont pas réalisables ou réalisées, on aura du mal à travailler sur d'autres stratégies, y compris même des diversifications, quoi. Donc je pense que maintenant l'étude qui a été réalisée, elle donne en tout cas une bonne vision générale des contraintes, des obstacles et des opportunités, tel que c'est indiqué d'ailleurs. Très bien. Et Denis, même question. Dans quelle mesure l'étude justement a permis d'apporter des éléments nouveaux, d'ouvrir justement un peu les perspectives sur les enjeux et peut-être certaines décisions à prendre au niveau de la filière? Oui, je dirais, bon, on voit bien qu'il y a beaucoup d'actions qui sont déjà en cours, mais parce que y compris dans le fait de l'action dans le court terme, parce que les agriculteurs, la filière s'adapte au court terme. Moi, je dirais que ce que ça a apporté, et je crois que l'ensemble des participants au groupe de travail avaient cette vision, c'est d'avoir, parce que finalement on fait beaucoup de choses qui sont en réaction à ce changement climatique, et là ça donne ce côté cohérence, quoi, hein, des actions, et de les mettre dans une perspective qui est finalement une perspective assez fondamentale pour l'évolution des filières, hein. Donc ça c'est un apport. Je trouve que cette vision plus globale est une chose intéressante. Stéphane, on ne vous entend plus. Oui, merci, désolé, j'avais coupé le micro par allumé. Merci Denis, Thierry pour vos réponses. Une autre question qui nous paraît intéressante justement pour opérationnaliser un peu ces réflexions, c'est celle du financement. Donc, un participant pose la question suivante, et on pourrait même l'élargir un peu aux différents instruments de financement de l'adaptation, hein. Donc, pour financer vos actions d'adaptation dans les différentes filières, les programmes de financement européens peuvent-ils être mobilisés? Mais j'ai envie de rajouter aussi, quels sont les besoins de financement des filières et comment vous voyez la question financière, comment vous la verriez devoir être traitée pour accélérer la transition vers l'adaptation. Donc, première question sur les financements européens et d'une manière un peu plus large sur les besoins et les perspectives de financement qui me semblent importantes. Denis, je vous donne la parole en premier. Oui. C'est la question qui, en plus, j'étais absorbé par une autre question et j'ai pas. Je ne suis pas concentré sur la question. Thierry, on va donner la parole à Thierry, le temps que vous puissiez. Alors, est-ce que les stratégies de financement...
Alors, on va dire que ces financements européens, moi, j'ai pas une vision tout à fait globale de ça, hein. Donc, parce que d'une part, moi, j'ai plutôt une vision des financements qui sont apportés en termes de recherche-développement et d'innovation. Donc là, si on regarde ça sous cet angle-là, je pense que à l'échelle nationale, régionale, nationale, européenne, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui accompagnent les stratégies de recherche et développement dans le cadre de l'adaptation au changement climatique sur tous les volets que j'ai évoqués précédemment. D'accord ? La question qui vient après, c'est la mise en œuvre. On est, et qui est même assez générale en termes d'innovation dans le domaine, c'est qu'on est à la fois dans des contraintes, des contingences économiques fortes, et par ailleurs un besoin d'exercer des mouvements de fond. Donc là, il est clair que sur les mouvements de fond, pour permettre la mise en œuvre des démarches, on est sur des niveaux de risque et d'amorçage, quoi, qui, comme dans toutes les stratégies économiques, nécessitent des politiques publiques adaptées et importantes pour accompagner le changement. En attendant que ces nouvelles stratégies atteignent des niveaux d'équilibre et de stabilité des régimes de croisière qui leur permettent d'être complètement autonomes, quoi. Voilà. La question qui se pose et il semblerait qu'on ait été coupé. Ah, pardon. Les participants disent qu'ils n'ont plus accès au son et à l'image. Est-ce qu'on a atteint notre limite de temps? Nous confirmer ça? Pourtant, j'ai encore 4 minutes sur mon chrono, là. Il faut actualiser la page. Donc, j'invite tous les participants à actualiser la page. En tout cas, allez-y. Donc, excusez-moi Thierry, je vous ai coupé, mais allez-y, je vous laisse terminer en quelques mots pour que Denis aussi puisse réagir. Il y a encore une autre question importante à traiter avant de conclure. Non, mais je voulais juste, la conclusion, c'était de dire qu'effectivement, si on fait de l'adaptation, ça veut dire qu'il faut créer des mouvements et qu'il faut accompagner ces mouvements et qu'effectivement, le soutien public pour amorcer ces mouvements va être crucial. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors là, Stéphane s'est déconnecté. Ah, ça y est, il est de retour. Oui, on va demander d'actualiser la page, désolé. Oui, je vous en prie. Oui, donc j'avais fini par dire que, en fait, effectivement, par rapport aux stratégies d'adaptation qu'il faut mettre en œuvre, et donc ça nécessite des accompagnements au changement, et donc effectivement que l'intervention des pouvoirs publics est indispensable. D'accord. Bon, il semblerait qu'il y ait une coupure pour un certain nombre de participants, donc je ne suis pas certain qu'on nous entende encore. On va quand même conclure sur un dernier point où... Attendez, j'essaie de relancer. Voilà, donc on rediffuse. Donc on peut continuer le replay, effectivement, en tout cas pour les autres intervenants. Donc il y avait une dernière question, toujours en lien avec la diversification, notamment, est-ce que la question de la monoculture ne se pose pas en termes pour l'adaptation? Dans quelle mesure on pourra justement continuer à faire de la monoculture sans penser à modifier les pratiques et les productions. Audrey, vous vouliez réagir à ça, me semble-t-il? Oui, je voulais juste compléter les réponses précédentes pour dire que oui, la diversification, c'était une solution à promouvoir pour l'adaptation, notamment on l'a vu dans le cas de la filière bovin-viande, ils ont souligné la diversification des espèces dans les prairies comme une solution d'adaptation par rapport à toutes les questions de
de sécurisation fourragère, hein, le fourrage qui est mis à mal par les diverses sécheresses. Et aussi, cette question de la diversification versus monoculture, elle est vraiment intéressante pour d'autres enjeux environnementaux. C'est notamment une solution qui est promue dans le cas de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. On promeut la diversification, ça permet de lutter contre l'appauvrissement des sols notamment, et par exemple dans le cas des légumineuses d'apporter, d'avoir une autre source d'azote. Donc c'est vraiment une solution à mettre en avant. Très bien, merci Audrey. Ben, je vous propose que on se dirige vers la conclusion. En tout cas, merci beaucoup à la fois à nos intervenants et aux participants. Donc, on a vu effectivement qu'il y avait un certain nombre d'enjeux qui se posaient pour les filières avec des solutions à court terme, mais des réflexions qui semblent quand même assez inéluctables à plus long terme. Hein. On a vu la difficulté aussi concernant la mobilisation des acteurs des filières, et notamment sur le plus long terme, et l'importance de mettre en avant les opportunités, notamment financières et économiques, et de ne pas penser l'adaptation, ça me semble important, en dehors des stratégies existantes des filières. Ça doit devenir un paramètre, une variable supplémentaire dans l'équation de la décision des filières, et bien mettre en avant le fait que l'adaptation au changement climatique, ce n'est pas une nouvelle question environnementale, mais c'est vraiment une question de développement et de compétitivité des filières. Est-ce que Audrey, vous voulez finir sur les conclusions? Oui, donc très rapidement. Donc on l'a vu, cette dimension filière, elle est intéressante et importante pour la cohérence de la vision stratégique qu'on va mettre en place. Donc voilà, considérer les différents acteurs de la production à la consommation. Aujourd'hui, au global, on a pu constater que cette question du changement climatique, elle est déjà prise en compte par les acteurs. Il y a c'est une question qui est indéniable pour les acteurs. Néanmoins, la question de l'adaptation, c'est pas une question prioritaire aujourd'hui dans les stratégies économiques. Et quand on parle d'adaptation, les acteurs vont plutôt sur des actions de court terme et d'ajustement, alors que la question de l'adaptation va poser des questions plus de transformation et de plus long terme. Et d'ailleurs, ça va aller de manière croissante avec des impacts du changement climatique qui vont s'accentuer. Donc, c'est vraiment une question à prendre en compte dès aujourd'hui pour que les acteurs soient prêts d'eux-mêmes. Donc, côté ADEME, nous, on a cette volonté de continuer ce travail sur les filières agroalimentaires, et on espère initier de nouvelles initiatives des filières avec le guide méthodologique qui a été produit, et notamment via nos directions régionales. Il y a des appels à projets qui sont en réflexion et voilà, en région. Donc, ça pourrait être des opportunités pour de nouvelles filières de se lancer dans la démarche. Voilà. Donc, merci à tous pour avoir participé à cette conférence, et on espère qu'il y aura des suites à ces travaux. Merci Audrey. Merci donc au nom des organisateurs en tout cas et aux différents intervenants. Et comme on l'a indiqué, le guide est disponible dans la médiathèque. Un lien figure sur une des diapos et a été partagé dans le chat. Et vous pouvez retrouver bien évidemment cette séance en replay. Voilà, donc à très bientôt sur ce sujet et bonne journée à toutes et à tous. Merci et à bientôt. Merci aux participants. Merci à tous, au revoir. Au revoir.